La morve. Rien que le nom, ça sonne comme quelque chose de lointain, n'est-ce pas? Une maladie ancienne, presque tombée dans l'oubli. Et pourtant, aujourd'hui, on va s'intéresser au retour très, très inquiétant de ce vieux tueur. Et ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'une maladie du passé peut vraiment nous menacer aujourd'hui? On a cette image un peu rassurante que ces vieilles maladies sont bien rangées dans les livres d'histoire. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'une de ces affections peut sortir des pages et redevenir une menace bien réelle? Eh bien, vous allez voir, la réponse est loin d'être un simple oui ou non. Alors, pour saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord comprendre d'où vient cette maladie. La morve, ce n'est pas une nouveauté, loin de là. En fait, c'est l'une des plus anciennes maladies animales qu'on connaisse. Un vrai fléau qui a accompagné les chevaux, les ânes, les mulets pendant des siècles. Mais voilà le truc, c'est là que tout bascule. Cette maladie antique, ce n'est plus juste une histoire de vétérinaire, non! Aujourd'hui, elle est carrément classée comme un agent potentiel de bioterrorisme. Et ça, évidemment, ça change toute la donne. Un vieil ennemi qui refait surface, de l'éradication à la résurgence. Alors la question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Comment cet ennemi, qu'on pensait presque terrassé, a-t-il pu revenir nous hanter? Ok, rentrons dans le concret. C'est quoi exactement la morve? C'est une maladie infectieuse, très contagieuse et souvent mortelle qui touche les équidés. Elle est causée par une petite bactérie au nom un peu barbare de Burkholderia malae. Et croyez-moi, cette bactérie, elle ne fait pas dans la dentelle. Et c'est fou parce qu'au début du XXe siècle, on pensait vraiment en avoir fini avec elle. Éradiquée dans plein de pays, l'affaire était classée. Et puis, 2004, elle commence à repointer le bout de son nez, d'abord au Moyen-Orient. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? En grande partie, c'est le transport mondial d'animaux. En fait, la mondialisation lui a ouvert un boulevard. Elle lui a rouvert des portes qu'on avait mis des décennies à fermer. Les 3 visages de la maladie, ou comment elle s'y prend pour attaquer. Parce que oui, la morve, c'est un peu un caméléon. Elle ne se présente pas toujours de la même façon, elle a plusieurs facettes. Et c'est justement ça qui la rend si difficile à cerner au premier coup d'œil. Déjà, il faut faire une distinction hyper importante entre la forme aiguë et la forme chronique. Chez les ânes et les mulets, c'est souvent la forme aiguë, une forte fièvre et l'animal meurt en quelques jours. C'est brutal, fulgurant. Mais chez les chevaux, c'est différent, elle peut être chronique. Et c'est là que ça devient vraiment vicieux. Pourquoi? Parce qu'un cheval peut avoir l'air en parfaite santé pendant des années, tout en propageant la bactérie autour de lui. C'est littéralement un cheval de Troie biologique. Alors, premier visage, la forme nasale. Ça commence avec des nodules, des petites boules dans les narines, qui finissent par éclater et former des ulcères. Et le détail qui tue, si l'on peut dire, c'est qu'en guérissant, ces ulcères laissent une cicatrice très particulière, en forme d'étoile. C'est la signature de la maladie, une sorte de carte de visite macabre. Deuxième visage, la forme pulmonaire. Là, comme son nom l'indique, la bactérie s'attaque directement aux poumons. Elle y forme des petits nodules, un peu comme ceux de la tuberculose. Et bien sûr, si l'infection progresse, ça peut virer à la pneumonie et l'animal a de plus en plus de mal à respirer. Et enfin, le troisième visage, la forme cutanée, qu'on appelle aussi le farcine. Cette fois, des nodules apparaissent sous la peau, souvent le long des vaisseaux lymphatiques sur les pattes. Et comme les autres, ils finissent par éclater, mais en libérant un pus vraiment particulier. Il est décrit comme collant et surtout, il est bourré de bactéries. C'est hautement infectieux. Chaque goutte est une petite bombe biologique. Un danger pour l'humain, et oui, on arrive au point crucial. Jusqu'ici, on a parlé des chevaux, des ânes, mais le vrai problème, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que la morve n'est pas qu'une maladie animale, elle peut passer à l'homme. C'est ce qu'on appelle le risque zoonotique. Et quand elle passe à l'homme, les chiffres font froid dans le dos. 95%. C'est le taux de mortalité potentiel si l'infection dégénère en septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée du sang, et qu'elle n'est pas traitée. 95%, c'est absolument énorme. On comprend tout de suite mieux pourquoi cette maladie est prise aussi au sérieux. Alors, face à un danger pareil, la protection devient la priorité numéro 1. C'est simple, ce n'est pas négociable. Quiconque s'approche d'un animal suspect ou infecté doit être équipé de la tête aux pieds. On parle de gants jetables, de masques type N95 si possible, de lunettes de protection ou d'un écran facial et d'une blouse ou d'une combinaison. Zéro improvisation, zéro prise de risque. Le diagnostic, une véritable course contre la montre. L'idée, c'est d'identifier le pathogène avant qu'il n'ait le temps de se propager. Parce qu'avec une maladie aussi contagieuse et aussi dangereuse, chaque heure compte. Il faut aller vite, très vite, pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Et pour aller vite, on a heureusement plusieurs outils. Le test de base, le standard, c'est la RFC. Mais le souci, c'est qu'il peut donner des faux résultats.
Alors, pour plus de fiabilité, on a l'ELISA, qui est plus sensible et peut détecter l'infection très tôt. Si un doute persiste, on passe au Western blot pour confirmer. Mais le test ultime, la preuve irréfutable, c'est la culture bactérienne. Là, on isole la bactérie, on la fait pousser en labo et on a la certitude à 100%, Burkholderia mallet est bien là. Contrôler l'incontrôlable. C'est un peu ça l'idée. Une fois que la maladie est là, comment on fait? Quelle est la stratégie mondiale pour maîtriser une épidémie de morphes? C'est sans doute la partie la plus complexe. La stratégie, en fait, elle repose sur 4 grands piliers. Le premier, on l'a vu, c'est la détection précoce. Tester, tester, tester. Le deuxième, c'est la quarantaine. Et attention, une quarantaine stricte, impitoyable de tous les animaux qui ont pu être exposés. Troisième pilier, la désinfection. Il faut nettoyer de fond en comble les locaux, le matériel, tout. Et enfin, le quatrième pilier qui est absolument essentiel, c'est la communication. Il faut sensibiliser, informer les propriétaires, surtout dans les régions les plus reculées. Ok, alors, on détecte la maladie. Et après, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment on la traite chez les animaux? On a bien des antibiotiques, des médicaments, non? Eh bien, la réponse, elle est brutale et sans appel. Il n'y a pas de traitement. C'est même interdit de traiter. Pourquoi? Parce que le risque de transmission à l'humain est trop élevé. Et que même avec des antibiotiques, on n'est jamais sûr à 100% d'éliminer la bactérie. L'animal pourrait rester porteur. Du coup, la seule et unique politique mondiale, c'est l'euthanasie des animaux infectés. C'est radical, c'est terrible, mais c'est considéré comme la seule façon de protéger la santé publique. Et pour enfoncer le clou, il n'existe pas non plus de vaccin, ni pour les animaux, ni pour les humains. Ce qui nous amène à cette phrase qui résume absolument tout, la prévention dépend de la détection précoce et de l'élimination des animaux affectés. Voilà. Notre seule arme, finalement, c'est la vigilance. Détecter, isoler et éliminer la source avant que le feu ne se propage. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, beaucoup plus large. L'histoire de la morve, c'est un cas d'école. Une maladie ancienne, réveillée par le commerce et les voyages. Mais est-ce un cas isolé? Ou est-ce que ça pourrait se reproduire? Combien d'autres maladies oubliées sont tapies quelque part, attendant juste qu'un monde hyper connecté leur offre un nouveau départ? C'est une question qui, franchement, donne un peu le vertige.